Université d'été de l'animal 2020. Histoire d'orques, une conférence de Pierre-Robert de la Tour. Présentation, Yolène Delabigne. Pierre-Robert de la Tour, bonjour. Bonjour Yolène. Alors, avec vous, on va parler d'orques, parce que vous êtes apnéiste, vous plongez depuis 20 ans avec les orques. Je pense que vous nous en parlerez, vous êtes sans doute une des personnes au monde qui a le plus plongé avec ces animaux incroyables et pas faciles d'accès. D'ailleurs, vous avez mis au point une méthode d'approche des orques, vous nous en parlerez. Vous êtes aussi président et fondateur de l'association Orques sans frontières, donc très militant pour la sauvegarde des orques. Et puis, vous avez écrit chez Glénat un livre magnifique que je conseille à tout le monde, Frères des orques, 20 ans de plongée avec les orques libres. Alors, je vous propose pour démarrer, de nous parler un peu de votre expérience qui est quand même, et de votre vie assez atypique, on va dire, et puis d'Orques sans frontières. Merci Yolène, bonjour à tous, merci d'être venu partager ce moment consacré aux orques donc. Et je vais vous raconter cette histoire, une histoire d'orques. Et la première rencontre avec les orques s'est opérée en 1997. J'étais capitaine de l'équipe de France de pêche sous-marine à cette époque-là. Et j'ai rencontré les orques complètement par hasard en Norvège, 2 jours avant une compétition internationale. Et cette rencontre a complètement changé le cours de mon existence. 2 jours après, je gagne cette compétition. Je n'étais pas le favori, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai gagné cette compétition. Et c'est avec la prime de mon sponsor que j'ai pu payer ma première expédition en 1998 dans le but de plonger avec les orques. Je voulais absolument retrouver ces créatures, revivre ce moment qui avait été merveilleux pour moi. Et depuis, j'ai enchaîné 22 saisons consécutives sur le bateau sur lequel j'ai fait ma première expédition. En fait, le capitaine du bateau avait besoin d'un plongeur de sécurité à la fin de cette saison et m'a dit « Écoute Pierre, tu nages bien, le poste est pour toi, est-ce que tu es d'accord pour venir plonger avec les orques tous les ans ?» Et j'ai même pas pu répondre, j'ai juste pleuré de joie. Et c'était pour moi l'assurance de pouvoir me mettre à l'eau à chaque fois avec ces créatures. Et c'est devenu une pratique maintenant assez courante d'aller plonger avec les orques, mais à l'époque on était très peu à faire ça. On était les pionniers, on ne savait pas à quoi s'attendre, on ne savait pas que ces créatures étaient aussi pacifiques et que les rencontres étaient aussi belles et aussi joueuses. L'image de l'orque dans l'esprit de la plupart des gens, et dans mon esprit à ce moment-là, c'était un prédateur impitoyable. Je me rappelle avoir vu les documentaires du National Geographic juste avant, d'avoir vu le documentaire du National Geographic juste avant ma première expédition. C'était impressionnant de voir les orques chasser les phoques, s'échouer sur une plage, les attraper, des phoques qui sont encore plus gros que nous, hein. Donc potentiellement ces animaux ont le pouvoir de s'en prendre à nous. Et les premières rencontres ont été magiques. Donc voilà, 22 saisons. Aujourd'hui, je comptabilise plus de 6200 rencontres sous-marines avec les orques de Norvège. Mon expérience ne s'est basée que sur les orques de Norvège. Il existe des orques sur toutes les mers du monde, dans tous les océans du monde. Mais j'ai choisi de me rendre en Norvège parce que c'est l'endroit où on les rencontre le plus facilement et c'est l'endroit dans le monde où on a le droit de s'immerger avec ces créatures. Donc je me suis consacré pendant toutes ces années à l'étude du langage corporel. La quête qui était mienne, c'était, en observant les orques, de déterminer le moment où ils étaient d'accord pour interagir avec nous. Qu'est-ce qui, dans leur langage, qu'est-ce qui, dans le signe, dans leur comportement, était le signe qu'ils acceptaient d'être visités. Et une fois que j'étais dans l'eau, c'était qu'est-ce qui, dans leur comportement, était le signe qu'ils étaient tolérants vis-à-vis de notre présence. Ça a été ma quête pendant des années. Et puis, un jour, vous savez, les nuits en Norvège sont très longues en hiver, hein. On s'embête un petit peu sur le bateau parce qu'on plonge pendant 3 heures et puis après c'est la nuit, quoi. Un jour je me suis dit, il y a peut-être des choses à faire le soir comme ça, enfin le soir, à partir de 3 heures de l'après-midi, quoi. Et puis j'ai acheté un hydrophone. Je me suis dit, le soir, on va partir avec un hydrophone et on va voir ce qui se passe sous la surface, comme ça. Et je me rappelle, c'était en décembre 2016, pardon. Et avec les passagers, on était sur la barge en aluminium. C'était une nuit où le fjord était comme un miroir. Et il n'y avait pas de nuages. Les conditions étaient exceptionnelles. Il faisait très froid, mais les conditions étaient très belles. Pas de vent, ce qui est très rare là-haut. Et même de nuit, on pouvait voir les montagnes enneigées des parois du fjord qui se reflétaient. Il y avait une petite luminosité. Et on a arrêté la barge. Il y avait beaucoup d'orques et de baleines à bosse ce jour-là, qui avaient été repérés dans le fjord, très près de notre mouillage. J'ai plongé l'hydrophone. Et voilà ce qui est monté des profondeurs.
Alors je ne sais pas si vous entendez. Là, on entend plusieurs, c'est carrément une famille. C'était des centaines d'orques qui chantaient. C'était des dizaines de baleines à bosse qui chantaient, vous ne les entendez pas en ce moment, mais il y avait des dizaines de baleines à bosse. Et j'ai eu le sentiment sur la bâche en aluminium que chaque orque, chaque baleine, jouait sa propre partition dans ce que j'ai appelé plus tard la symphonie des abysses. C'est un moment qui m'a marqué. C'est un moment qui a bouleversé ma vie. On sentait les vibrations de ces chants sous la barge en aluminium qui nous traversait. Une aurore boréale a explosé, les chants ont redoublé d'intensité et on était en transe. Quand on est rentré sur le bateau, plus personne ne pouvait parler. On était tous comme ça. On se regardait, on ne parlait plus. J'ai compris, ce jour-là, qu'en consacrant mes 15 premières années à la seule étude du langage corporel des orques, que j'étais passé à côté de quelque chose d'important. Le son a une dimension qu'on ne soupçonne pas dans cette espèce, parmi ces créatures, les baleines, les dauphins, les orques. Je suis rentré en France et j'ai essayé de commencer à faire un petit peu de littérature. Je me suis un peu creusé la tête, je voulais découvrir un petit peu ce qui se passait dans le son. J'avais entendu parler d'un ingénieur bioacousticien comme ça qui travaillait en Guadeloupe, Pierre Lavagne de Castellan. J'ai contacté cette personne-là. Alors Pierre Lavagne, c'est pas un frileux, il est là, mesdames, messieurs. Il est venu exprès en moto ce matin pour assister à la conférence. Merci d'applaudir Pierre. J'ai été voir Pierre en Guadeloupe comme ça, il m'a accueilli de manière très sympathique, il me connaissait à peine. Et puis, je voulais voir avec lui quelle importance avait le son, qu'est-ce que c'était, où explorer et tout. Et franchement, je veux dire, Pierre, il faut assister à ses conférences, on boit ses paroles, et puis il me répétait sans arrêt avec sa grosse voix, le message est dans le... Oui, Pierre a une très grosse voix. Le message est dans le chant, le message est dans le chant. Et moi, je buvais, c'est quoi ce putain de message? Qu'est-ce qu'ils se disent? Qu'est-ce qu'ils cherchent à nous dire? Je suis rentré en France, j'avais plus de questions que de réponses dans la tête, et j'ai commencé mes recherches Internet, et j'ai été sur Internet, parce que bon, je ne voulais pas commencer un cursus d'études, j'ai un travail aussi, et je voulais explorer le son. Donc le son, c'est quoi? Le son, c'est découvert, c'est une onde, avec un transfert, une oscillation avec un transfert d'énergie. Elle est définie par son amplitude et sa fréquence, qui s'exprime en Hertz. Il existe plusieurs types d'ondes, ondes électromagnétiques, mécaniques, ondes stationnaires. On peut la représenter sur un graphique, comme vous le voyez, comme ça, avec effectivement la hauteur du signal, et je veux dire la distance entre deux bosses qui définit la fréquence. On peut aussi faire des graphiques avec la fréquence et dans le temps. Mais tout ça, c'était des représentations en 2 dimensions. Je ne voyais pas à quoi ça pouvait me servir. Je trouvais ça assez réducteur. Et puis un jour, en faisant des recherches Internet sur les ondes stationnaires, j'ai découvert les travaux de M. Ernst Friedrich Chladni. Et cette personne, Ernst Friedrich Chladni, qui était un musicien, physicien du fin 18e, début 19e, a inventé un système qui permettait de visualiser le son, mais qui n'est pas une visualisation graphique en 2 dimensions. Et il a fait une expérience que je vous propose de regarder. Vous allez voir, c'est étonnant. Il fait jouer un archet de violon à la surface, sur le côté d'une plaque en métal de cuivre, sur laquelle est disposé un peu de sable fin. Et ce que vous voyez, c'est que sous l'impulsion sonore produite donc par la plaque qui vibre, sous la vibration, le sable qui est réparti de manière homogène prend une figure géométrique. Là où ça devient intéressant, c'est que chaque fréquence produit une figure géométrique différente. Regardez, Friedrich Chladni en a dressé tout un catalogue. Chacune de ces figures est le produit d'une fréquence spécifique. À chaque fois que vous utilisez cette fréquence sur ce système, vous obtenez cette figure géométrique. Ce sont des figures magnifiques en plus. Ce sont des figures magnifiques. Et, fait troublant, un autre physicien, lui naturaliste et photographe naturaliste, a mis en évidence le fait que, pas à chacune, mais certaines de ces figures géométriques se retrouvaient dans la nature. Il a écrit un livre qui s'appelle Images sonores d'eau. Il s'appelle Alexander Lauterwasser. Il est toujours vivant d'ailleurs. Et vous pouvez constater que certaines figures géométriques de Chladni ont leur exacte copie dans le règne du vivant. Sur ces quelques fleurs, par exemple, mais je vais faire plaisir à Monsieur Tortue. Ça peut être aussi le dos d'une tortue. Vous voyez le dos d'une tortue et des figures géométriques de Chladni, issues donc
de certaines vibrations spécifiques. Ça peut être aussi cette diatomée appelée arachnoidiscus qui est l'exacte copie de la figure de Chladni qui correspond à la fréquence 5000 Hz. Lauterwasser a théorisé cette découverte. Selon lui, le son est à l'origine des formes du vivant. Le son est à l'origine des formes du vivant. C'est une théorie qui est controversée, nous sommes d'accord, mais c'est sa théorie. J'ai continué mes recherches et j'ai trouvé les travaux de Hans Jenny. Alors Hans Jenny, lui, est un physicien du début du XXe siècle et qui travaillait sur les effets du son sur la matière. Je vous propose de regarder une petite expérience issue de ses travaux. Vous y voyez une pâte semi-liquide disposée au fond d'une enceinte acoustique qui, sous l'effet d'une vibration spécifique, regardez, s'ériger une forme qui défie les lois de la gravité. Ceci grâce au principe de résonance. Vous suivez jusque-là ? Oui, mais c'est quand même très particulier pour C'est nous. extrêmement particulier. Alors, ce n'est pas un tour de magie, ce n'est pas un truc, c'est purement de la physique. Ces analyses sont reproductibles, et selon Hans Jenny, ces mouvements que vous voyez s'ériger n'ont rien de chaotique. Ils sont spécifiques de la fréquence utilisée, et ils sont reproductibles. Le son a un effet sur la matière. Nous le savons, hein. Il y a d'autres exemples qui montrent ça. Et vous dites que c'est très remis en question. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quand même toute une école qui travaille là-dessus? Il y a des scientifiques qui s'intéressent à cette théorie ou pas? Alors, il y a des scientifiques qui s'intéressent à cette théorie. Je veux dire, je n'ai pas vu d'autres publications. Je sais que c'est une science nouvelle qui s'appelle la cymatique. C'est relativement récent. Quand vous voyez les travaux de Lauterwasser, ça date de 1980, 85, 90. C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. C'est une représentation du son qui est différente. C'est une vision du son qui est différente. Et donc les travaux de Hans Jenny ont inspiré Lauterwasser. D'accord. Quand j'ai vu cette expérience, j'ai connecté avec quelque chose que j'avais pu observer. J'ai refouillé dans mes photos d'archives, d'orques, des choses qui étaient passées un petit peu inaperçues, mais ça a fait tilt ce jour-là. C'était des photos comme celle-ci, où on y voit un orque qui nage à la surface, et vous voyez en avant de sa mâchoire un film d'eau qui est projeté. Alors, vous pouvez le voir ici aussi. En fait, ce n'est pas une bulle, ça fait un film d'eau comme ça qui redescend, ou encore plus troublant sur celle-là, où on voit que ce film d'eau est extrêmement fin, millimétrique, même pas micrométrique, un film d'eau qui est projeté en avant de la mâchoire de l'orque. La question qui m'est venue, c'est les orques ont-ils découvert ces fréquences qui leur permettent de réaliser ces formations artistiques éphémères? J'ai interrogé un ingénieur en hydrodynamique, je lui ai montré ces photos. Il en existe d'autres sur le web. J'ai utilisé les miennes parce que j'ai les droits dessus. Mais vous pouvez trouver d'autres exemples comme celui-ci, encore plus élaborés, de voiles qui se mettent en avant, comme ça, du menton de l'orque. Et je lui ai dit, mais est-ce que ça peut être le mouvement de la mâchoire dans l'eau? Est-ce que ça peut être dû à quelque chose de mécanique? Il m'a dit non. Des formations comme ça n'ont aucune explication s'il n'y a pas une force extérieure. Oui, mais si on parle là-dessus, on peut se dire que chaque animal, dans ce cas-là, comme c'est du coup le son, c'est de l'énergie. Donc chaque animal a sa façon à lui de créer des formes comme ça. Les orques, c'est comme ça, mais peut-être que les oiseaux en créent d'autres, invisibles qu'on voit pas. Ça peut marcher pour tous les animaux et tous les êtres vivants, non? Je me suis pas posé la question en ces termes. Disons que ce que je reconnais aux orques, c'est que ils sont capables de produire des sons d'une telle intensité que ça peut avoir un effet mécanique sur l'eau. Ces expériences, et il y en a d'autres, sur des effets du son sur l'eau, ont aussi été mises en évidence dans d'autres contextes. Bon, il y a un son qu'on entend, hein, c'est les chiens qui sont en train de manger et qui expriment leur joie. Hein. Oui, ça, c'est un son très simple hein, qu'on connaît tous. Voilà, le besoin basique du chien quand il y a... Alors du coup, on continue sur... On continue maintenant. Après cet intermède, je pense qu'on peut effectivement partir sur la prédation. Est-ce que, d'accord, est-ce que vous pouvez nous expliquer la méthode quand même pour approcher les orques? Parce que ça, c'est hyper intéressant aussi. Alors on va faire un petit feedback sur quand vous plongez avec eux. On va faire un petit feedback sur cette méthode.
C'est elle. Alors, je veux dire, il m'arrive encore de faire cette erreur de français. L'orque, comme la baleine, est du genre féminin. Donc, quand on dit un orque, ben, c'est faux. Et ça m'arrive encore parce que je sais pas, j'ai du mal à me discipliner, mais pourtant, l'orque est du genre féminin, c'est exact. Et oui, donc un petit feedback sur le comportement et sur ce qui m'a conduit à mener cette méthode d'approche. En fait, j'utilise les théories de la communication non verbale d'Albert Mehrabian qui sont mixées avec la théorie de la proxémie de Edward Hall. Edward Hall est un scientifique qui a théorisé l'existence de sphères autour de notre individu, hein, la sphère intime qui est très proche de nous, la sphère sociale, la sphère personnelle, sphère sociale, je veux dire juste après, et la sphère publique qui est à l'extérieur de la frontière de cette sphère sociale. Excusez-moi si de temps en temps je perds mes mots, je me heurte. J'ai l'habitude de faire ces conférences en anglais et des fois j'ai les mots anglais qui sortent. Je suis obligé de les. J'ai pas envie de faire comme Jean-Claude Van Damme et d'utiliser l'anglais. Donc, pardon si je peux me montrer hésitant de temps en temps, ça se bouscule un petit peu. Donc, effectivement, je veux dire, le principe est que c'est très difficile de rentrer dans la zone sociale des orques, d'être admis dans la zone sociale. Ils donnent des signes et il faut que l'on se fasse inviter. Donc, on ne peut pas envisager de s'approcher des orques si on n'a pas un bateau. Donc, on va s'approcher en bateau. Et ces approches en bateau doivent se conduire avec une vitesse très lente et un angle d'incidence sur cette zone sociale par rapport à leur axe de nage qui doit être le plus doux possible. Donc je vais essayer de vous montrer ça, c'est que quand le bateau est en train de partir comme ça... on n'entend plus. Quand le bateau est en train de partir comme ça, il faut que, quand le groupe d'orques est en train de monter, il faut que le bateau puisse venir en tangente sur cette zone sociale. Et on reste un moment à leur niveau, on observe. Si les orques sont d'accord pour être approchés, ce sont eux qui vont venir dans l'étrave du bateau. Sinon, ils vont s'éloigner très légèrement. On dit qu'ils ouvrent leur angle. Donc, bien, dans ces cas-là, on arrête la procédure avant de se montrer gênant. On a tapé à la porte. On nous dit pas maintenant. Eh bien, on reste à l'extérieur. Oui, c'est ce que pour beaucoup d'animaux, on appelle ça l'espace personnel. Pour un cheval, c'est pareil. Si vous allez trop près de lui, ça va être très agressif pour lui. Il faut respecter, mais comme entre les humains, hein, c'est pareil. Si vous jetez sur quelqu'un pour l'embrasser alors que vous ne connaissez pas, il n'apprécie pas. C'est exactement ça. Et ce principe-là, je l'ai appliqué aux orques et dans la relation que j'avais mis en place avec les orques et que je voulais partager aussi avec des passagers qui nous accompagnent sur le bateau. Donc, cette méthode, je l'ai mise au point. Et elle a fait l'objet d'une publication scientifique. Je vais remonter un petit peu. Sur le diaporama, pardon. Jusque-là. Voilà. Donc, cette méthode d'approche, on l'a explorée. Et elle a fait l'objet d'une méthode scientifique, d'une publication scientifique dans cette revue, Nature, qui est une bonne publication. Elle est en anglais, Spontaneous Approach of Divers. En français, ça s'appelle comment alors ? C'est une approche spontanée des orques libres sur les plongeurs. Et en fait, pour faire simple, il a été démontré par ce travail que les orques qui s'approchent de nous sont essentiellement des jeunes femelles et qu'elles sont motivées par une approche sociale plutôt que par de la véritable curiosité. C'est basé sur la latéralité visuelle. Il faut savoir que quand un orque s'approche et vous regarde de l'œil droit est connecté au cerveau gauche. Et c'est essentiellement quand il est curieux, qu'il veut contrôler, ou par une motivation de prédation. Quand il vous approche en vous regardant de son œil gauche, l'œil gauche est connecté au cerveau droit et c'est essentiellement une approche sociale. Donc ça, c'est un principe qui a été mis en évidence et nous l'avons utilisé pour démontrer que les orques s'approchent des hommes avec une intention sociale, pas de prédation, puisque, je vous le dis, je vous le répéterai, j'aurai l'occasion de vous le répéter, les orques n'attaquent pas l'homme, il n'y a jamais eu d'accident d'un orque libre contre un humain. Ça n'est jamais arrivé. Voilà. Donc voilà pour cette publication, voilà pour cette méthode d'approche. Elle est utilisée, elle est reconnue maintenant, elle n'est pas appliquée partout. Il y a plein de pays, plein d'endroits du monde où il est interdit de se mettre à l'eau avec des cétacés, chose que j'accepte
volontiers. Voilà, il y a des pays qui acceptent, et ce sont les pays qui acceptent effectivement où on essaye de mettre en place et de promouvoir cette méthode qui est respectueuse du bien-être et de la sécurité de l'animal et du plongeur aussi, et qui permet d'avoir des interactions qui sont de meilleure qualité. Vous savez, un cétacé, ça nage vite, ça plonge profond, ça reste longtemps sous l'eau. Si vous essayez de forcer une interaction, sa réaction, elle est systématique. Il va plonger, vous allez le voir réapparaître à 1 kilomètre, ou des fois, vous ne le voyez pas réapparaître, il disparaît. Voilà ce qui se passe quand on dérange les animaux, quand on cherche à provoquer ou à forcer une interaction. Merci Pierre. On va continuer après sur le comportement et l'intelligence des orques.